Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation. Tout de suite le sommaire. Le report des épreuves du bac en mai, 6 semaines en cours ou 6 semaines de stage en entreprise rémunérées 600 €. Eh bien, c'est la réforme du lycée professionnel pour l'année de terminale qui fait grincer les dents des syndicats en cette journée de grève. On en parle avec nos invités. Vos enfants réchignent à manger certains aliments, c'est peut-être parce que l'alimentation mérite aussi une éducation. On en parle avec notre invité dans la seconde partie de l'émission. Comment a été reçu le classement PISA à l'étranger? C'est ce que détaillera Guillaume Ouattara dans sa chronique. Mais avant cela, on fait un point sur l'actualité de l'éducation avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Ouvrons ce journal avec cette mobilisation contre la réforme du lycée professionnel, avec une participation moins forte que prévu selon le ministère. Oui, c'est le chiffre qui est sorti à la mi-journée. 10,81% des professeurs des filières professionnelles, des lycées professionnels sont en grève. Voilà le chiffre communiqué par le ministère. Une participation en demi-teinte donc pour ce mouvement, moins suivi que l'on aurait pu le penser. À noter que des enseignants de lycées généraux et technologiques ainsi que des enseignants de collège, un peu plus d'1%, ont suivi le mouvement en soutien à leurs collègues. Vous y reviendrez dans quelques instants avec vos invités. On ne va pas déflorer le sujet, mais les enseignants, évidemment, ils s'inquiètent d'une possible disparition de certaines voies professionnelles et depuis de toutes les réformes. Alors poursuivons donc avec ce déplacement hier du ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, à Issou, où une enseignante est injustement accusée d'islamophobie après avoir montré un tableau de la Renaissance avec des femmes dénudées. Oui, les faits se sont produits au collège Jacques Cartier d'Issou dans les Yvelines. Jeudi 7 décembre, cette enseignante de français décide d'aborder la Renaissance dans son cours et de montrer un tableau de la Renaissance, Diane et Actéon, qui représentent 5 femmes nues. Des élèves de 6e donc en face d'elle. Certaines et certains ont détourné le regard, se disant choqués par ce tableau avec ces femmes nues, et ils ont décidé, en sortant de la salle, de faire courir des rumeurs sur l'enseignante qu'ils accusent à tort, selon les premiers éléments, d'avoir tenu des propos islamophobes et racistes en cours. Conséquence, le jeudi soir, des parents sont venus devant l'établissement pour demander des comptes à l'enseignant. Ils ont été reçus par le proviseur et en réaction, se sentant menacés, ces enseignants se sont mis en retrait vendredi et hier lundi. Face à des faits de calomnie, de diffamation, une multiplication et aggravation des incidents et atteintes à la laïcité, nous avons été contraints d'exercer notre droit de retrait. Voilà ce qu'écrivent les professeurs du collège Jacques Cartier dans un courrier révélé par nos collègues de France Inter. 16 incidents ont été signalés par ces enseignants depuis le début d'année. Gabriel Attal, vous l'avez dit, s'est donc rendu sur place hier et il a annoncé des procédures disciplinaires contre les élèves qui ont propagé les calomnies. À noter que la professeure a, elle, décidé de porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Évoquons désormais ce courrier des organisations syndicales à Gabriel Attal autour de l'association Parents Vigilants et des menaces qu'elle fait peser sur l'école. Les syndicats demandent une audience au ministre. Oui, Parents Vigilants, vous le savez, c'est l'officine assumée des parents pro-Zemmour. Ça a été lancé dans une université d'été du parti Reconquête. Et si elle revendique 3500 adhérents qui auraient été élus aux dernières élections de parents d'élèves, c'est un chiffre qui est contesté par les autres organisations parentales. Toujours est-il que ça inquiète du côté des syndicats qui sont réunis dans une intersyndicale pour un courrier, une lettre ouverte à Gabriel Attal qui a été envoyée hier. Depuis le 15 novembre, des écoles, collèges et lycées ont continué d'être jetés à la vindicte populaire sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont simplement exercé la mission de l'école publique, laïque et émancipatrice, celle qui fait grandir les élèves et éveille les consciences dans le cadre des programmes officiels. Voilà pour ce communiqué de presse. Pourquoi cette date du 15 novembre relevée par les syndicats? Puisqu'ils avaient déjà fait un premier courrier sans réponse au ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, un premier courrier donc où il dénonçait les pratiques de parents vigilants qui remontent des faits qui se seraient produits dans certaines salles de classe pour ensuite les diffuser sur Internet et provoquer du harcèlement contre les établissements et les enseignants concernés. À noter que cette lettre des syndicats se termine de manière non équivoque. Des réponses doivent être apportées sans tarder. C'était une question en suspens. Qu'allait devenir la Ciivise, cette commission chargée de lutter contre l'inceste? Le gouvernement a enfin tranché. La commission est maintenue, mais son président, le juge Édouard Durand, est écarté. Un président qui faisait pourtant l'unanimité du côté des associations tant il avait mené un travail acharné durant 3 ans. 30 000 témoignages recueillis pour nourrir un
rapport accablant, peut-être un peu trop d'ailleurs aux yeux de certains observateurs pour qui le franc-parler du juge et son aura médiatique ainsi que ses critiques des dysfonctionnements du système judiciaire autour des violences sexuelles agaçaient. Ce dernier a indiqué regretter la décision du gouvernement et il explique: je m'inquiète et suis profondément choqué qu'il n'y ait pas un mot de reconnaissance à l'égard des personnes qui ont confié leur témoignage à la Ciivise dans le communiqué du gouvernement. Alors désormais à la tête de la Ciivise, Sébastien Bouet, cet ex-rugbyman a fondé l'association Colosse au pied d'argile, et puis une pédiatre experte judiciaire, Caroline Rey-Salmon. Les missions, elles, de l'organisation vont quelque peu évoluer dans les prochaines semaines. L'intelligence artificielle va-t-elle révolutionner le monde de l'éducation? Eh bien oui, c'est une question posée ce matin au patron de Mistral AI et il est opportuniste sur la question. Oui, c'est Arthur Mensch qui vient de lever quand même 385 millions d'euros. On comprend qu'il soit opportuniste et il rêve de devenir un sérieux concurrent à ChatGPT. Beaucoup d'ambition sur le sujet de l'éducation. Je vous propose de l'écouter au micro de France Inter. Aujourd'hui, on a la capacité d'augmenter notre intelligence, de retirer les aspects rébarbatifs de certains métiers, d'améliorer les diagnostics médicaux, d'améliorer l'éducation personnalisée, y compris dans les endroits où c'est difficile de trouver des professeurs. Donc on a vraiment une technologie qui est porteuse d'une révolution sociale assez forte, et une révolution sociale qui est bénéfique si on la gère bien. Et en revanche, si on commence à parler... que l'intelligence artificielle remplace des professeurs dans les régions où il n'y a plus de professeurs, ou les disciplines où il n'y a plus de professeurs, c'est une révolution sociale bénéfique? C'est pas pour les remplacer, c'est plutôt pour faire en sorte qu'on ait une éducation plus personnalisée et que les professeurs puissent se concentrer sur comment faire en sorte que les étudiants qui sont en difficulté progressent plus vite. Donc il y a vraiment ce sujet que ça permet aux professeurs de se démultiplier parce qu'il va identifier plus précisément comment ces étudiants fonctionnent. Merci beaucoup Guillaume pour ce JT. On se retrouve pour la chronique. Épreuve du bac avancé en mai, refonte de la carte des formations, 6 semaines de stage supplémentaires rémunérés pour ceux qui choisissent, à défaut de la consolidation des acquis. Les annonces concernant le lycée professionnel font débat et même grincer des dents. Journée de grève aujourd'hui à l'appel des syndicats. Alors, trop d'entreprises et pas assez de cours? Pour l'interrogation, on y répond tout de suite. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Maroun Edé. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de philosophie politique et auteur de La destruction de l'État. École, hôpital, industrie, énergie, sécurité, diplomatie. Et ça continue. Il y a 3 petits points. On va en parler. Paru chez Bouquin. Merci d'être là sur ce plateau. Pascal Vivier, infidèle. Pas infidèle, en 2 mots. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Secrétaire général du SNETA. La grève aujourd'hui à l'appel de tous les syndicats de la voie professionnelle, mais également de l'enseignement privé, dites-moi si je me trompe, l'enseignement agricole, et aussi des parents d'élèves. C'est pas forcément monnaie commune, donc la colère monte et manifestement collective. Est-ce qu'elle a été suivie? Parce que les chiffres sont un peu contraires à ce que j'entends. On a toujours les chiffres du ministère qui sont amoindris. Donc le ministère annonce ce matin 11% de grévistes, quand nous, on en décompte plus de 50%, avec quelques nouveautés. Bien sûr, l'enseignement agricole, mais surtout, et ça peut être même stupéfiant, l'enseignement catholique, l'enseignement privé, qui s'est arrêté pour la première fois parce que la réforme ne leur convient pas à eux non plus. Alors quand on parle de chiffres, je vais faire allusion tout de suite effectivement à votre livre, Maroun Edé, La destruction de l'État. Vous parlez des chiffres de manière générale, à chaque fois la façon dont ils sont employés et surtout à défaut, en tout cas pour pouvoir soit enjoliver, soit pour détourner l'attention des choses si importantes que sont entre autres l'école et le lycée professionnel qui nous intéressent aujourd'hui. Ça fait effectivement quelques années que le réel n'est plus véritablement l'objet des politiques publiques. Beaucoup de réformes portent essentiellement sur des statistiques. On l'a vu par exemple pour le baccalauréat, donc à partir du 80% au bac, qui a été un objectif où finalement on a essentiellement baissé le niveau d'exigence du baccalauréat jusqu'à quasiment supprimer l'épreuve, qui permet aujourd'hui d'atteindre quasiment 93% de réussite au baccalauréat, au même moment où on nous explique que le niveau du système éducatif n'a jamais été aussi faible. Et en
en fait, les chiffres masquent l'abandon d'une véritable politique éducative de la part du ministère qui cherche essentiellement à faire de la communication. Et c'est aussi peut-être pour ça que les parents se sont joints effectivement à cette grève, à cette manifestation, parce que finalement il y a une incompréhension aussi des parents de la situation, autant de réussite au bac et pour autant un niveau qui baisse. C'est vrai que c'est un peu contradictoire. On est dans une période qui est difficile où vous avez les parents qui ne comprennent pas alors que leurs enfants ont mieux réussi. Pourquoi ils n'arrivent pas à s'insérer, que ce soit dans l'enseignement supérieur ou dans l'emploi. Les élèves qui ne comprennent pas non plus pourquoi, alors qu'ils ont le bac, ils ont autant de difficultés et reconnus dans leurs difficultés. Donc c'est le chien qui se mord la queue en permanence, sans trouver de remède au ratage. Parce que oui, l'école rate depuis quelques années. Maintenant, ça fait 1 à 2 générations qu'on rate. 1 génération, c'est beaucoup quand même. Hein. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Vous êtes en colère, Pascal Vivier, vous l'avez signé partout. D'ailleurs, c'est le titre de beaucoup d'articles qui ont paru hier et aujourd'hui au sujet du lycée pro. Vous dites « Le choc de la réalité n'a pas eu lieu ». Quelle réalité? La réalité de qui sont nos élèves, où on les amène, ce qu'attendent les entreprises. Je vois dans les éléments de langage qui sont donnés une tentation de vouloir nous opposer aux entreprises alors que c'est notre premier allié. On y place pendant 5 mois nos élèves. 5 mois, ce n'est pas rien. En revanche, les entreprises nous disent vous ne formez pas des professionnels qui ne seraient pas à niveau. En revanche, vous nous amenez des jeunes qui n'ont pas les bases scolaires requises en français, en mathématiques, mais également pouvoir se situer spatialement dans le monde dans lequel on est. Et c'est là où on a besoin de plus d'écoles et pas moins d'écoles. Vous êtes un jeune aujourd'hui qui arrive, un jeune enseignant qui arrive en classe de seconde professionnelle. Si vous voulez vous référer au référentiel pédagogique, en français, c'est le roman autobiographique, en particulier au XVIIIe siècle, ainsi que le théâtre pour chercher à savoir si Phèdre est une tragédie de passion ou pas. Et vous avez en face de vous des élèves qui ne maîtrisent même pas encore souvent les bases du fait de simplement écrire, s'exprimer, rédiger. C'est le normalien qui parle là. Hein. Et c'est effectivement des sujets de normalien en fait, mais de personnes finalement complètement déconnectées. Et quand vous amenez auprès du ministère cette question des programmes et de la différence énorme en fait entre les programmes, la formation des enseignants et la réalité du terrain, vous vous heurtez à un mur d'incompréhension, un mur de mépris de la réalité vécue par les enseignants. Et le plus difficile peut-être pour les professeurs, c'est qu'ils vont être jugés sur le fait de suivre ce programme, alors même qu'ils essayent de se battre au quotidien pour quand même donner le minimum à leurs élèves. Alors, vous dénoncez l'un et l'autre le pas de vaguisme de manière différente, mais vous évidemment rejoignez là-dessus un pas de vaguisme donc, qui paralyse entièrement le pays, devenir systémique. Le titre de votre livre, je le rappelle, La destruction de l'État, et vous pointez dès le début, dès les premières pages, le manque de débat public sur les questions primordiales, et entre autres celles qui nous occupent encore une fois, celle de l'école. Finalement, on a l'impression que tout se dirige, tout se crée au-dessus. Il y a une masse, donc nous, finalement, qui réfléchissons chacun de nos côtés avec nos positions. Et puis, au milieu, le vide. Oui. C'est pour ça qu'il est temps d'avoir un grand débat. Et ce grand débat, il peut avoir lieu actuellement au Parlement. Mais c'est vrai qu'en 2 jours, on peut noter 2 rejets. Un rejet hier à l'Assemblée nationale, le rejet aujourd'hui par l'immigration qui n'a rien à voir, qui n'a peut-être rien à voir, mais qui dit quand même une chose, c'est que les gens et les politiques se rendent compte que les gens ne sont pas écoutés et entendus. Et dans la voie pro, c'est la même chose. Par exemple, nous, on la réclame, une réforme de l'enseignement professionnel. On les aime, nos gamins, et on veut qu'ils aillent le plus loin possible et le mieux possible pour pouvoir s'insérer dans l'emploi, mais aussi dans leur vie au quotidien. Et on ne nous écoute pas. Donc le débat est absolument nécessaire et on fait tout pour ne pas avoir de débat politique. C'est valable dans tout. Alors vous disiez hôpitaux, alors encore une fois on va resserrer sur l'école, mais je veux dire c'est valable effectivement, surtout école, hôpital, industrie, énergie. Donc vous avez l'impression finalement que c'est une trajectoire. On a beaucoup critiqué Emmanuel Macron à ce sujet, mais vous pensez que c'est une situation qui est là depuis longtemps en France? Effectivement, les sujets de fond ne sont pas abordés, ce qui est d'autant plus surprenant pour l'hôpital, pour les
inégalités, pour la pauvreté, mais aussi pour l'éducation, que les enjeux deviennent de plus en plus centraux. Il est d'autant plus urgent aujourd'hui de réagir que ça fait une trentaine d'années qu'on a un déclin permanent. Et en fait, on a l'impression que les différents ministres essayent de faire en sorte qu'on en parle le moins possible politiquement, que l'école finalement, comme on sait plus trop quoi en faire, l'objectif c'est que ça coûte le moins cher et qu'on ne fasse pas de vagues en attendant que ça passe. Et ça, les gens commencent à le sentir, qu'en fait ce qu'ils vivent au quotidien, leurs principales difficultés ne sont jamais reprises. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, effectivement, le refus d'hier est sur l'immigration, mais je pense qu'entre le refus d'hier et la grève d'aujourd'hui, il y a quand même un point commun qui est le rejet de ce mode de gouvernance qui omet entièrement la majorité des problèmes réels déjà. Effectivement, on pourrait pointer un énième 49.3 encore à ce sujet. Mais enfin bon, bref, là on parle école en l'occurrence. On revient sur les annonces phares de Gabriel Attal au sujet du lycée pro. Le report, ou plutôt le décalage des épreuves du bac et ces stages. Donc une professionnalisation des élèves. On en a parlé ici plusieurs fois ensemble, avec 2 phases. Est-ce que vous pouvez nous rappeler effectivement ces annonces pour que ce soit clair pour ceux qui nous regardent? C'est difficile d'être clair parce que même nous, on a du mal à y comprendre et que ça évolue chaque jour. En gros, on avance des examens en cours d'année. Alors un coup c'est en mars, maintenant c'est en avril, peut-être que dans 10 jours ce sera en mai. En tout cas, on avance les examens. Alors que Gabriel Attal, sur le baccalauréat général et technologique, repousse les examens en juin. Donc on a l'effet inverse. Avant de les avoir avancés. Avant de les avoir avancés, ça c'était la réforme de Jean-Michel Blanquer. Et le deuxième temps, c'est de se dire, eh bien on va envoyer les jeunes en stage, 6 semaines supplémentaires, alors qu'ils sont déjà 5 mois en entreprise. Et que ce ne sont pas d'entreprises qu'il manque. C'est vraiment de français, de mathématiques, de base scolaire et de base culturelle. Mais là encore, quand on parle et quand on a des éléments de langage comme le choc des savoirs, bien pour nous c'est moins 170 heures de cours. Donc il va falloir qu'on m'explique comment on arrive à un choc des savoirs en enlevant des heures de cours. Alors, moins 170 heures de cours, c'est sur combien de temps ça? Sur 3 ans? Sur les 3 ans, seconde, première et terminale. D'accord. En maths, en français, dans les matières? Dans toutes les matières. Dans toutes les matières. On parle donc de ces fameux stages. Donc il y a une première période, pour être clair, donc de 5 mois de stage, et puis une deuxième période qui se fait au choix de l'élève, soit un choix donc vers une période de stage, qui est donc rémunérée 100 € par semaine, soit effectivement une consolidation des savoirs en vue éventuellement d'études supérieures ou d'un diplôme. Clairement, est-ce qu'on peut imaginer que les étudiants vont choisir la voie du stage? Ils vont y aller parce que vous l'avez dit, c'est 100 € la semaine. Et la plupart de nos élèves sont issus des milieux les plus populaires. On va être clair, sont issus des familles les plus pauvres. Et s'asseoir sur 600 €, 6 semaines de stage, c'est 600 €, c'est pas possible. Ce n'est pas possible pour nos élèves. Et nous faire croire que des élèves vont faire le choix d'un rustinage en fin de scolarité sur ce qui leur manque pour pouvoir mieux accéder à l'enseignement supérieur, c'est se mettre le doigt dans l'œil. Les élèves que nous aurons en cours à la place d'être en stage sont les élèves qui n'auront pas été pris par les entreprises, parce que les entreprises ont autre chose à faire que d'être formatrices en permanence avec ceux qui sont en stage en BTS, en IUT, ceux qui vont maintenant être en stage en seconde générale et technologique, ceux qui sont en stage en CAP. On va même avoir un goulet d'étranglement avec un grand nombre de jeunes en stage au mois de juin. Donc de toute façon, ces 6 semaines en plus, 6 semaines en moins, ça arrive à la fin et ça ne rustinera rien. Ça ripolline peut-être un peu, mais ce n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu de l'enseignement professionnel. Est-ce qu'avec ce stage, on sort avec une certification? Aucune. Le premier stage, oui. Les 5 mois de début, alors oui, bien sûr. C'est ce qu'on appelle des périodes de formation en milieu professionnel avec des évaluations pendant ces périodes-là. Les 6 dernières semaines, elles ne seront pas certificatives, c'est-à-dire qu'elles ne serviront à rien, si ce n'est à découvrir l'entreprise qu'elles connaissent déjà depuis 5 mois. Et alors, combien d'élèves, est-ce que vous avez un chiffre, ont une volonté de faire des études supérieures, qui sont en voie pro? On est à 87% l'année dernière, c'est pas mon chiffre, 87% des bacheliers professionnels ont participé à Parcoursup l'année dernière, c'est-à-dire qu'ils souhaitent poursuivre dans l'enseignement supérieur. Qu'on le souhaite ou non, qu'on le veuille ou non, ces jeunes arrivent à l'âge sans avoir redoublé au baccalauréat, donc ils ont entre 17
et 19 ans au maximum. Et à 17 et 19 ans, vous n'avez pas envie d'aller à l'usine, surtout quand il n'y a pas d'usine. 17-19 ans, vous dites que effectivement, Parcoursup, 187% à y prétendre, donc à prétendre à des études supérieures. Cela veut dire que les fameux 6 mois de stage éventuellement choisis, est-ce que les notes, pour ceux qui feront la consolidation, est-ce que les notes compteront dans Parcoursup? Alors vous avez dit 6 mois, c'est 6 semaines. 6 semaines, pardon. C'est déjà énorme. Hein. Excusez-moi. 6 semaines, pardon. Mais comme elles ne seront pas certificatives, c'est-à-dire non évaluées, et où on ne va pas chercher des compétences que l'école attend, ni l'enseignement supérieur, ni l'enseignement secondaire, non, je vous le dis, c'est de l'occupationnel, ça ne sert à rien. Est-ce que c'était un sentiment aussi partagé? Enfin, je pose la question alors que, en lisant attentivement votre livre, c'est ce qu'on ressent beaucoup. Hein, cette idée, effectivement, qu'on cherche à occuper, on cherche à créer une sorte de vague de fumée pour ne pas trop interroger, finalement les citoyens. Vous avez effectivement, et je le liste un peu dans le livre, j'appelle une multiplication de plans et d'annonces sans suite. En fait, comme on ne cherche plus véritablement à exécuter ou à changer le réel, juste à occuper l'espace médiatique, en mai dernier, c'était assez caractéristique. La séquence a commencé avec le plan lycée professionnel, et ensuite Emmanuel Macron a aligné un plan par semaine. Le plan mobilité verte, le plan santé 2030, le plan sur la réindustrialisation, et derrière, il ne s'est pas passé grand-chose parce qu'il ne se soucie plus d'exécution. Et ce que ça traduit, et c'est la même chose sur les stages, c'est la prise de pouvoir de la part de communicants et de managers génériques sur les véritables experts de chaque domaine. Et donc ce qu'ils vont vous vendre, c'est ce que l'opinion publique pense être bien dans ce domaine-là, parce qu'en fait elle ne connaît pas véritablement. C'est le cas des stages. Ça fait longtemps qu'on dit il faut doubler les stages dans le lycée professionnel parce que ça a l'air bien. On se dit c'est professionnel, donc c'est mieux qu'ils passent plus de temps en entreprise. La réalité, quand vous allez voir les entreprises, c'est qu'elles ne veulent pas nécessairement, le plus souvent, prendre ces élèves avant qu'ils ne soient formés sur les compétences essentielles. Parce que ce n'est pas le rôle d'une entreprise de former un jeune de 15, 16, 17 ans qui n'a pas encore les bases. Et donc en fait, on se retrouve avec une sorte de populisme des élites, c'est-à-dire qu'ils vont vous dire ce que l'opinion publique veut entendre, parce qu'en fait, ils ne regardent que les points de sondage, mais derrière, dans chaque domaine, chacun constate l'effondrement de son institution. Autre motif de crispation, le volume horaire des enseignements généraux, donc renforcé. Hein. Vous dénoncez encore une fois une supercherie, les 203 heures. Moi j'ai noté 203, 170. Parce que ça évolue toutes les semaines, donc on est passé de moins 203 heures à moins 170. D'accord. Ce sont les enchères à l'envers. D'accord, très bien. Donc voilà, je suis perdue sur les horaires, mais il n'y a pas de goût, hein. Voilà, c'est ce que je vois. Mais donc du coup, ça voudrait dire quoi concrètement? C'est-à-dire que qui va être formé pour le faire? Est-ce qu'il va y avoir des professeurs supplémentaires? Comment on va subvenir, si je puis dire, à ces heures supplémentaires? Vous savez, moi j'ai une axiome qui est très très simple. Si on leur met plus d'heures de français et de maths, il nous faut plus de profs de français et de maths. C'est ma question. Oui, non. Donc la réponse, elle est non. Il n'y aura pas de recrutement de plus de profs de français et de maths. Donc on n'en fera pas plus. Le reste, ce ne sont que des arguties d'éléments de langage pour nous prouver qu'on va faire mieux avec moins. C'est un peu la même chose pour l'annonce sur les groupes de niveau. En fait, on explique qu'on va faire des groupes de niveau, alors qu'en mathématiques, on n'a même plus le nombre de professeurs suffisant pour les mettre devant les classes déjà existantes. Donc comment vous allez trouver les professeurs pour doubler, tripler les classes? Et en même temps, on apprend dans la loi budgétaire qu'on va supprimer 2500 postes et que vous avez simplement 800 admissibles au CAPES de maths pour 1100 places. Et donc on va parler de groupes de niveau parce que les gens s'attendent à entendre ça. Et puis derrière, rien ne va se passer, mais tout le monde va oublier l'annonce. Et également des classes qui ferment. Et également des classes qui ferment, bien sûr, parce que faute d'enseignants. En fait, il manquait 3000 enseignants à la rentrée. On a dû trouver à peu près 500 remplaçants. Et puis pour les autres, on est obligé de fermer les classes. Et le nombre d'élèves par classe est en train d'augmenter. On est à peu près à 35 aujourd'hui en moyenne. La réforme de la carte des formations. Ça aussi, c'est une autre mesure annoncée par le ministre Gabriel Attal. Un quart des diplômes jugés non insérants doivent être transformés d'ici la rentrée 2026, selon Carole Grandjean. C'est-à-dire, déjà, on n'est pas d'accord sur le terme de non insérant. Vous pouvez avoir un bac pro, et on va prendre les diplômes les plus problématiques, c'est-à-dire dans le tertiaire, secrétariat, comptabilité, qui n'insèrent pas au niveau du bac. Vous ne pouvez pas avoir un emploi dans ce secteur-là avec le bac. En revanche, vous pouvez avoir un emploi au niveau du BTS ou de la licence pro. Donc ce bac pro n'est pas
insérant et devient propédeutique à l'enseignement supérieur. Il n'est pas insérant au niveau du bac, mais il permet d'avoir un vivier de jeunes qui vont faire des études supérieures, de BTS en compta, en secrétariat, des licences pro, et ça fonctionne. Donc c'est la première des choses. On n'est pas forcément d'accord sur c'est quoi un diplôme insérant. Et ensuite, revoir la carte des formations, la première chose à faire, c'est partir d'une réalité. En 2050, nous aurons plus de la moitié des métiers qui n'existent pas aujourd'hui, donc il faut les inventer. Est-ce qu'on met les entreprises autour de la table pour savoir de quels salariés elles auront besoin à 10, 15 ans? Est-ce qu'on met les profs autour de la table, les parents? Jamais. Donc on n'a pas de nouveaux diplômes. Donc revoir la carte des formations, elle est revue tous les ans dans les régions, au plus près des entreprises. Ça, c'est la réalité. On veut nous faire croire l'inverse. Et tout d'un coup, on nous dit, bah, écoutez, on va fermer les formations non insérantes, comme si ce n'était pas le cas. Maronédé, faut-il voir d'abord le prisme le prisme des étudiants, selon leurs envies et le métier qu'ils veulent faire, ou par le biais effectivement des entreprises qui recrutent? Je pense que c'est assez important de prendre en compte évidemment le choix des étudiants. Le problème aujourd'hui, c'est que vous ne leur donnez pas les moyens de choisir réellement. En fait, on est dans un système où la sélection se fait de plus en plus à l'information. Il y a ceux qui l'ont et puis la plupart qui ne l'ont pas. Et on donne de plus en plus une illusion de choix, donc la réforme du baccalauréat par exemple, où il y a les enfants des familles qui ont très bien compris qu'il fallait continuer à apprendre maths, physique et sciences de l'ingénieur, numérique et sciences de l'informatique. Les autres qui pensent qu'ils vont avoir le choix, qui vont prendre anglais, sport, et puis derrière qui ne vont pas véritablement avoir de débouchés. Et donc je pense qu'il faut terminer avec ça parce que par exemple, vous prenez en terminale, 83% aujourd'hui des élèves pensent qu'ils auront un bac plus 5 quand on les interroge. Dans la réalité, ils sont entre 20 et 25% à l'avoir. Et donc, le niveau de déception et de frustration relative, alors même que c'est lié à la façon dont les choses se font, mais en fait, on individualise l'échec des enfants et ça crée des tensions familiales même assez fortes, puisque les enfants ne comprennent pas pourquoi ils ne réussissent pas alors que les parents les ont poussés dans cette voie-là. Et les parents ne comprennent pas, comme disait très bien Pascal, pourquoi ils n'ont pas un meilleur métier que leurs parents, pourquoi même ils n'arrivent pas à s'insérer alors qu'ils ont un meilleur diplôme. Donc je pense qu'il y a aussi un choc de réalité à avoir au niveau des formations en fonction des besoins réels. Vous dites que 87% des étudiants veulent faire des études supérieures, mais y a-t-il suffisamment de place justement, par exemple, par du BTS? On a exactement les mêmes nombres de places en BTS parce que c'est quand même la voie royale pour nos élèves bacheliers professionnels. Leur faire croire, espérer qu'ils vont aller à l'université et finir chercheurs, c'est aussi les tromper. Donc la voie royale. Ça peut arriver. Ça peut arriver, ça arrive toujours. Vous avez toujours des exceptions. Et tant mieux que ces exceptions puissent avoir lieu. En revanche, la grande majorité, la voie royale, c'est le BTS, c'est la licence pro. Et nous n'avons pas, je vous dis, depuis 1991, on a multiplié par 3 le nombre de bacheliers professionnels. On a exactement le même nombre de places de BTS et de licence pro. C'est-à-dire qu'on ne veut pas s'interroger non plus pourquoi ces enfants, qui sont si jeunes, veulent poursuivre et quel est le chemin de la réussite pour eux. Donc il faut ouvrir des places de BTS, de licence pro pour ces jeunes et obtenir pour les entreprises des salariés réellement qualifiés. Mais alors, il faut nous donner un objectif. De quels salariés nous voulons à 10 ou 15 ans? Et cette question-là, elle est politique. Et quand vous parliez de réforme et de débat tout à l'heure, ce qui est quand même surprenant, c'est qu'on en discute depuis maintenant plus d'1 an de la réforme de l'enseignement professionnel. Pas une fois, on a eu un débat dit démocratique, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. Tout ça ne passe que par des décrets, tout ça ne reste qu'en vase clos dans l'éducation nationale sans qu'il y ait un réel débat. Et comment on n'a pas le courage de créer ces nouvelles formations dont on a besoin, notamment professionnalisantes? Ce qu'on fait, c'est qu'on envoie les élèves dans des licences où la plupart vont échouer. Vous avez aujourd'hui 330 000 élèves en licence lettres, langues et arts. Vous en avez 80 000 en psychologie en STAPS. Et les taux d'échec, vous avez à peu près la première année 1 sur 2 qui échoue et 100 000 élèves qui sortent de l'enseignement supérieur sans diplôme. Et donc, mais qu'est-ce qu'on dit à un élève qui a absolument envie de faire ce cursus-là? Eh bien, qu'il y aille. S'il a absolument envie, qu'il y aille. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne leur présente pas véritablement les différentes options qu'ils ont. On ne leur présente pas véritablement les chiffres par rapport aux différentes options. Ils ont une vision un peu biaisée. Par exemple, gestion.
très nombreux sont convaincus que si on fait gestion, derrière on va finir riche. Je caricature un peu, mais c'est un peu l'idée. Quand vous regardez les chiffres de la filière qu'on appelle AES ou économie-gestion, c'est extrêmement différent de ce dont ils pensent. Et donc on trompe un peu les élèves finalement en leur donnant pas accès à cette information-là. Vous dites qu'on a du mal à associer l'école finalement aux politiques budgétaires, économiques, alors sociales certes, mais surtout même culturelles. Alors que c'est vrai que je regarde le budget de l'éducation nationale, ça reste quand même le premier budget de l'État, augmenté d'ailleurs récemment de à peu près 4 milliards pour notamment les salaires. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le lycée pro n'en bénéficie pas? Ah si, moi je peux vous dire que le milliard qui est mis sur la table pour la réforme de la voie pro, c'est un vrai milliard. C'est énorme. C'est énorme. Mais il est totalement gâché. Il va dans les nouveaux personnels, chefs des bureaux des entreprises dont on n'a pas encore compris réellement l'utilité, et il va aussi dans la gratification des élèves, les 100 € par semaine en terminale pour les stages. Là, rien que la gratification, c'est 500 millions d'euros. Est-ce que c'est bien utile quand ça ne travaille même pas l'estime de soi pour les élèves, sachant que pour tous les élèves mineurs, ce sont les parents qui vont toucher cet argent. Donc, c'est un gâchis énorme. C'est finalement, alors qu'on veut faire mieux, on dépense beaucoup plus, inutilement, dans un gâchis total, et personne n'y retrouve ses petits. On va vers une privatisation de l'école, Maronédé? Effectivement, en tout cas, le fait qu'on continue à démanteler le système public le rend beaucoup plus facilement attaquable. Et derrière, on voit proliférer des formations privées qui sont plus ou moins réglementées. Et on voit la tragédie dans l'enseignement supérieur avec des groupes privés qui prospèrent sur les échecs de Parcoursup et de l'orientation notamment, avec des parents et des élèves désespérés à qui ils vendent des faux diplômes, des bachelors, des masters, accent grave RE, qui sont des diplômes qui ne sont pas reconnus par l'État, qui coûtent très cher, avec une publicité quasi mensongère sur les salaires à la sortie. Je pense notamment aux écoles de commerce totalement privées post-bac. Et ça, l'État n'accepte pas de le réguler, et on est en train d'aller vers une marchandisation de ce qui est quand même le bien essentiel pour former les compétences et la cohésion nationale de demain. Merci d'avoir été avec nous tous les deux. Maronédé, je rappelle que vous êtes spécialiste de philosophie politique et auteur de cet excellent livre, La destruction de l'État, paru aux éditions Bouquin. Cher Pascal, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bravo pour le combat. Secrétaire général du SNETA. On se retrouve très prochainement, évidemment, pour refaire un point sur ce sujet qui, vous le savez, me tient à cœur. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve.